Mo News, nous sommes avec Roberto Osseux, le président, celui qui est toujours président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Roberto Osseux qui a conduit la liste Tous artisans, battu lors du dernier scrutin en ce mois de décembre. Un recours a été déposé par votre équipe, Roberto Osseux, en annulation. Vous allez nous préciser tout cela. Vous avez également déposé 2 plaintes auprès du procureur de la République. On va y revenir également. Votre porte-parole, Jason John, votre bras droit, s'est exprimé. Vous, pour l'instant, vous ne vous êtes exprimé nulle part, Roberto Osseux. Pourquoi ce silence, que ce soit lors de la proclamation des résultats et lors de la présentation justement de l'annonce de ce recours? Roberto Osseux, vous êtes resté silencieux. Aujourd'hui, vous parlez à Mo News, on vous en remercie, mais pourquoi? Vous étiez abattu, dépité, découragé? Non, pas abattu, simplement que fallait qu'on puisse se poser pour analyser ces votes, qui étaient importants parce qu'on ne comprenait pas. Quand vous avez des votes qui est 3 fois supérieur, les votes papier, le vote électronique est 3 fois supérieur des votes papier, on se pose des questions. Quand vous battez au niveau papier 147 votes en papier et puis eux 47 vote papier, en général, c'est toujours la tendance, la tendance de vote papier qui l'emporte sur la tendance de vote électronique. Et en électronique, ça n'a pas été le cas. Alors, on se pose des questions. Alors, vous faites plus que vous poser des questions. Aujourd'hui, Roberto Osseux, vous avez également déposé un recours en annulation. Vous parlez de triche. Qu'avez-vous constaté? Mais après analyse, nous avons constaté que c'est pas normal parce qu'au niveau national, on l'a vu, et je le répète, la tendance papier remporte sur la tendance électronique. Et c'est pour ça que c'est sur cette partie-là qu'on s'est un petit peu penché, et c'est là qu'on a vu qu'il y a des irrégularités qui ont été faites. Je ne dis pas de triche, mais des irrégularités, et ça on le verra par la suite. Ça, c'est l'État qui va nous le dire, parce que justement ce record va un petit peu nous apporter de la lumière sur cette élection. Sur le résultat de l'élection, il y a 89 voix, si je ne me trompe pas, 81 voix. 81 voix Oui, d'écart. Vous aviez 100 voix d'avance sur le vote par correspondance, le vote oui, papier. tout à Le fait. vote électronique a en effet la différence. Vous vous attendiez à cette défaite ou pas, Roberto Osseux? Pas du tout. Pas du tout, je ne m'attendais pas à cette défaite parce que justement, ça m'a porté défaut parce que tous les artisans que j'ai vus m'ont dit que oui, très bon bilan, que pour moi, pour eux, que c'était bon. C'était même pas la peine que je me présente, c'était fait déjà. Mais comme j'ai toujours dit aux artisans, c'est pas comme ça. Un vote, il faut avoir un vote, c'est démocratique. Il faut avoir un vote, il faut aller voter. Et c'est vrai que on le voit, et même dans le national, on voit que les artisans n'aiment pas trop voter. On le voit. Et ça, c'est la preuve. C'est que là, aujourd'hui, on a constaté que les artisans, surtout sur le vote électronique, il y a une vague de vote électronique qui est quand même à se poser plein de questions. Est-ce que, on va revenir justement sur les irrégularités que vous dénoncez, mais avant tout, sur cette campagne, est-ce que finalement, avant de parler de la performance ou des irrégularités que vous auriez pu constater, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de stratégie de votre côté? Est-ce que vous avez fait assez campagne? Est-ce que vous avez fait une bonne campagne? Est-ce que vous n'avez pas trop privilégié le papier et pas assez l'électronique? C'est des questions que je vous pose, Roberto Mhm. Osseux. Quel regard vous portez aujourd'hui, même si c'est encore frais? Non, mais moi, je pense que non, c'est pas qu'on n'a pas assez. On a travaillé, on était sur le terrain. Mes policiers étaient sur le terrain. On a fait le terrain, peut-être. Euh, je sais pas. Pourtant, non, on a fait le terrain. Non, on a fait le terrain, on a travaillé, on a été voir les artisans, on est parti jusqu'à Saint-Laurent, on a été voir aussi une équipe qui est partie à Maripasoula. Non, on a fait le terrain. Non, je pense que quelque part, il n'y a pas à dire qu'on n'a pas fait le terrain. Non, il y a eu suspicion de triche. Ça, on le verra justement par ce recours. Je tiens à le dire, on le verra par ce recours. Sur votre bilan, vous ne doutez pas de votre bilan, vous l'avez redit à plusieurs fois. Ben écoutez, quand vous avez un bilan aussi excellent que ce que j'ai fait en 3 ans, simplement en 3 ans, enlever une dette de 4 millions d'euros qui traînait pendant 25 ans, c'était un petit peu le boulet de la chambre. Aujourd'hui, ça a permis aujourd'hui d'être éligible aux fonds européens, aujourd'hui, et ça nous a permis aujourd'hui de répondre à des appels à projets. La preuve,
Aujourd'hui, on a répondu à un appel à projet que c'est l'Institut des Arts où on a eu plus de 110 000 euros pour l'artisanat. Les artisans d'art, on en vient de faire avec la CTG le guichet unique, où que la CTG vient nous donner une enveloppe de plus de 200 000 euros sur un projet de 394 000 euros. Ça, je trouve que tout était prêt pour qu'on puisse faire la continuité du travail qu'on a commencé à faire. C'est dommage. Sur les irrégularités que vous dénoncez, qui ont motivé votre recours en annulation, quelles sont ces irrégularités? Vous parlez essentiellement du vote électronique, c'est ça? Mais écoutez, c'est sur le vote électronique qu'on a perdu. Vous savez, le vote électronique, je ne dis pas qu'il n'est pas fiable, mais le vote électronique, on peut tricher aussi. On peut tricher. Et le vote électronique permet aussi d'avoir une traçabilité. Et c'est ce qu'on va demander, c'est cette traçabilité qu'on va demander justement euh, à- au juge d'avoir ce qu'on appelle le PV, des anomalies pour voir exactement, pour confirmer, eh ben, nous dire. Alors, il y a eu deux plaintes également déposées. Elles visent une personne en particulier, vous n'avez pas donné le nom jusqu'à présent, et une autre, une plainte contre X. C'est lié à ces irrégularités, c'est lié à d'autres choses qui ont eu lieu pendant la campagne? Vous comprenez bien que je ne peux pas vous donner les noms, il y a une enquête qui est en cours, je ne peux pas encore vous donner euh, ces noms-là, et je laisse l'État dans ses responsabilités pour faire l'éclaircissement de cette affaire. C'est grave quand même, parce qu'aujourd'hui, la Guyane n'a pas besoin de personnes qui viennent pour des titres. Nous, aujourd'hui, on a besoin d'énormément de personnes engagées, déterminées pour faire connaître l'artisanat et faire respecter l'artisanat, parce que les artisans, ils ont besoin du respect aujourd'hui. Justement, cette campagne, elle a mal démarré dès le départ. Il y a eu une annulation du premier scrutin, qui n'a pas eu lieu finalement, l'annulation des élections. Qu'est-ce qui s'était passé déjà en septembre, octobre, pour qu'on arrive à annuler et reporter le scrutin, Roberto Osseux? Ben, écoutez, il faudrait se rapprocher à la préfecture, demander aux personnes responsables de la préfecture pourquoi ils l'ont reporté, pas annulé, mais reporté, parce que justement, on avait apporté des éléments à la préfecture en disant que les documents que la liste adverse avait apportés n'étaient pas conformes, ne respectaient pas l'article 19 des élections de la Chambre des métiers. Il n'y avait pas, comme on dit, la date de naissance et le lieu de naissance. Et ça a été affiché. Normalement, ces personnes ne devraient pas être sur la liste. Normalement, elles devraient là. Bon, la préfecture a fait un autre choix en reportant les élections, mais ils n'ont pas fait le choix d'enlever. Et normalement, ils devraient faire le choix d'enlever parce qu'il y a des règles, hein, c'est un protocole, il y a des règles, il y a des règles à respecter. Et ils ne l'ont pas fait. Alors après, il faudrait voir avec la préfecture. De toute la manière, nous, à la Chambre des métiers, nous avons posé, posé des questions à la préfecture à ce niveau-là. C'est-à-dire que votre liste était conforme, pas celle de Vernita Chérubin. Il n'y avait pas un problème sur les deux listes pour que... Notre liste était conforme. Oui, effectivement, nous avons une liste qui était conforme. Nous n'avons pas mis des artisans qui n'existent pas. On n'a pas mis des artisans qui étaient à la retraite. On n'a pas mis des artisans qui ne respectaient pas l'éligibilité pour être élus. Alors, c'est important parce que là, on est sur du concret, Roberto Osseux. Sur la liste donc de septembre ou sur la dernière également, il y avait Sur la ces liste, problèmes. la première liste, justement, où que les élections ont été reportées. Personne ne se pose la question pourquoi les élections ont été reportées. C'est parce qu'il y avait une anomalie depuis le départ. Ok. Et aucune anomalie sur la vôtre. Sur le nôtre, on avait des petites coquilles, où que c'était un trait d'union qu'on avait oublié et un E sur un nom composé qu'on n'a pas mis. Donc vous vous dites, en septembre, on aurait dû radier la liste, en tout cas ne pas rendre la liste de Madame Chérubin éligible, en tout cas, mais on aurait dû maintenir la vôtre et maintenir le scrutin. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est les règles des élections de la Chambre des métiers. On vous demande, quand vous ne devez pas récupérer une fiche, une liste qui n'est pas réglementaire par rapport au code des élections.
Ça veut dire que quand vous avez une liste qui n'a pas la date de naissance et le lieu de naissance, on ne peut pas afficher une liste. Ok? Et ça, je l'ai répété 10 000 fois au préfet. On ne peut pas afficher, il ne devrait pas. La préfecture n'aurait pas dû récupérer une fiche, une liste, il n'y avait pas la date de naissance et le lieu de naissance. Ils ont laissé faire. Normalement, on le dit tout de suite, c'est écrit qu'il faut enlever la liste s'il n'y a pas ces éléments importants pour faire les élections. Vous l'avez dit au préfet, vous venez de dire, Thierry Kefelec en personne? Oui, oui, on a eu deux réunions de 3 heures. Qu'est-ce qu'il vous a répondu dans ce cas-là? Et il va faire le nécessaire. Il va faire ce qu'il est de droit. Il a pris ses responsabilités, il a fait ce qu'il a de droit. Et il a reporté les élections. Il aurait pas dû. Je sais pas. Vous en avez gros sur la patate, on a l'impression, aujourd'hui, Roberto Osseux. Non. Vous savez, je suis un artisan, ça fait 30 ans que je suis artisan, je suis un chef d'entreprise, j'ai 14 salariés. Moi, la Chom, j'ai voulu gérer la Chom comme j'ai géré mon entreprise aujourd'hui. J'ai voulu gérer la Chom comme pour l'entreprise, m'a apporté toutes mes connaissances, mon expérience à cette Chom. Malheureusement, je suis un peu déçu parce qu'on avait un programme quand même, un programme qui était très important pour cette chose. C'était vraiment, on a, on a pu assainir un petit peu toute la dette, assainir toutes les problématiques de la chaîne, et que là, à présent, c'était la mandature où qu'on devait faire l'offre de service, accompagner, conseiller, faire ce qu'on appelle notre plan Marshall qu'aujourd'hui qu'on a envoyé à l'État, qu'on n'a pas pu aujourd'hui déployer ce plan Marshall pour vraiment accompagner nos artisans. Parce que c'est aujourd'hui, là, vous savez qu'à partir du 31 décembre, le plan d'urgence sanitaire se termine. Aujourd'hui, les artisans n'auront plus d'aide. Alors il faut vraiment être à présent à côté pour les accompagner, pour les porter conseil. C'est maintenant qu'il faut qu'on puisse mettre l'accent. Pendant la campagne, justement, vous étiez alarmiste, vous disiez un quart des emplois sera détruit d'ici la fin de l'année prochaine. Vous êtes toujours sur cette idée? Les artisans guyanais vont souffrir? Ah oui, Dû à la crise, hein, on parle bien. oui, bien sûr. Aujourd'hui, moi, je pense que je peux rien renier aux artisans. Ils ont su se réinventer. Il y a beaucoup d'artisans qui ont su se réinventer et qui ont pu tenir le cap. Mais c'est vrai que on avait quand même l'aide de l'État qui était là pour les accompagner un petit peu. Moi, ce que j'ai peur, c'est avoir aujourd'hui l'équipe qui va se mettre en place qui vont se mettre en place. Je ne sais pas, est-ce qu'ils connaissent déjà le travail qu'ils attendent. Il y a un travail d'accompagnement qui devrait faire ça. Je ne sais pas s'ils ils ont pris conscience de ça, parce que moi, je ne suis pas venu à la Chambre pour un titre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis venu. Il faut savoir une chose, que moi, j'étais un bénévole de la Chambre pendant 3 ans. J'ai renoncé à mes indemnités. Je l'ai fait bénévolement. Ça veut dire tout ce temps que j'ai fait à la Chambre, je l'ai fait pour l'intérêt général, pour les artisans, et toujours pour les artisans. Moi, ce qui me dérange actuellement, c'est pas que je suis déçu. Ce que je suis déçu, c'est que nous avons plus de 3800 artisans qui n'ont pas reçu leur enveloppe. Oh, jusqu'à présent, il y a des enveloppes qui arrivent. Et même des enveloppes qui étaient tamponnées le 5 qui arrivent actuellement. Il y a des milliers de questions qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Poste qui distribue. Je ne sais pas. Je ne suis pas l'État. C'est l'État qui doit aujourd'hui faire le boulot pour savoir et porter ça de manière que les choses soient faites dans le juste, que ce soit juste. Et justement, le problème de l'adressage, le problème de distribution ou de non-réception des courriers, est-ce que finalement c'est pas un argument de plus pour dire qu'il faut passer au tout numérique, Roberto Osseux? Mais alors ça me... Je pense pas. Je vous le dis sincèrement parce que nous, la Chambre de métier, on a été sur le terrain. Par rapport au plan Marshall, vous savez qu'on a apporté l'aide, le plan le fonds de solidarité, on l'a apporté jusqu'à Maripasoula, on était partout. Et on a constaté que aujourd'hui, au niveau des réseaux, au niveau d'Internet, on sait qu'on n'a pas
Internet partout, on le sait, c'est très difficile. Et on a vu aussi la problématique, même au niveau du plan Marshall, au niveau du fonds de solidarité, on a vu que les artisans n'ont pas répondu aujourd'hui à l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas équipés d'Internet, ils n'aiment pas le numérique, ils ne sont pas encore dans le numérique. Ils ne sont déjà même pas au niveau informatique qu'on parle déjà de numérique, ils ne sont pas encore dans le numérique, c'est difficile. Alors c'est pour ça que je me pose encore plusieurs questions. Comment ils ont pu voter massivement comme ça sur le vote électronique? Parce que moi, sur le terrain, c'est pas ce que j'ai vu sur le terrain. J'étais à Saint-Laurent, le réseau, il est une fois tous les deux, tous les 5 minutes, on a interruption. Même les GAB, là, les distributeurs, il y a des interruptions parce qu'il n'y a pas de réseau. Alors, et comme là, comme par hasard, là, aujourd'hui, on a battu tous les records. Le national, qu'il soit les Antilles, on a battu, on a un taux au niveau du vote électronique de 11%. Et quand on voit sur le national, on est à 3,5% sur le vote électronique. Alors, c'est quand même bizarre ce vote électronique qui, aujourd'hui, subitement, tout le monde a le réseau, subitement, tout le monde vote électroniquement, subitement, tout le monde sait faire en électronique. Ça c'est des questions qu'on se pose. C'est des questions qu'on se pose et je demande que l'État puisse faire la lumière de ça parce que je crois à la justice. Mais Roberto, si on a entendu quelques échos depuis, s'il y a des votes qui ont été, en tout cas des bureaux qui ont été mis à disposition pour permettre aux artisans de voter, de se déplacer, des artisans qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir Internet, comme vous disiez, chez eux, c'est finalement, c'est pas forcément une irrégularité d'avoir mis un bureau à disposition pour faire voter des gens qui sont connectés avec leur propre De identifiant, quel par droit exemple. qu'on se permet de... Je pose la question, hein, je ne sais pas. Moi, la question que je me pose, de quel droit qu'on se permet qu'on met des bureaux avec de l'électronique, ça veut dire que ça pousse à la personne de voter pour le candidat. Moi, aujourd'hui, alors si c'était pour qu'on puisse mettre des bureaux de vote, je pense que la préfecture a préféré voir avec les mairies, à mettre dans chaque mairie des ordinateurs pour justement favoriser à nos artisans à voter et même les apprendre peut-être à voter. Mais là, quand vous donnez des bureaux, des ordinateurs et que vous dites à la personne, eh ben, qu'est-ce que vous dites à la personne? Ben, votez pour moi. C'est tout à fait normal. Mais tout ça, c'est de la fraude, monsieur. C'est de la fraude. C'est pas comme ça. Vous savez une chose, qu'on a déterminé que les enveloppes ne venaient pas, c'était un petit peu tard, mais nous avons demandé à la préfecture de quelle manière d'urgence que nos artisans, quand ils n'ont pas reçu le matériel de vote, comment faire. Ils ont mis la préfecture, ils ont bien compris, parce qu'ils ont vu que quelque part que c'était que les artisans, parce que comme des artisans qui n'ont pas reçu leur enveloppe, ils ont mis une sorte de protocole avec un système de vote, de récupérer ce matériel de vote en envoyant une demande alors, c'est un peu compliqué. La demande, c'était une demande qui devait se faire à la CMA, c'est la Chambre de métiers de la Guyane. La Chambre de métiers de la Guyane, après, demandait les documents qu'il fallait, ok, bien sûr, pour justifier la personne, ok. Et après, la Chambre de métiers devait envoyer à la préfecture. Et après, la préfecture devait envoyer le document, un code, pour qu'ils puissent récupérer leur matériel de vote et pour qu'ils puissent aller sur le site Internet pour voter. Alors, vous voyez la complexité des choses, tout en sachant que nous, les artisans, nous sommes des gens qui travaillent, on est sur le terrain, on a des difficultés, on l'a vu. Moi, je peux bien en parler parce que j'ai rencontré les artisans, j'ai vu les difficultés des artisans. Ils ont des problèmes administratifs parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, on est venu chef d'entreprise, on n'est pas que artisan, le savoir-faire de la main, on est un vrai chef d'entreprise. Ça veut dire administrativement, si on n'est pas bon, on est mort aujourd'hui. Et c'est la difficulté de nos artisans aujourd'hui à être, ils ne peuvent pas être au four et au moulin. Et il faut qu'ils puissent travailler au niveau administratif. Et c'est là qu'ils s'appêchent. Il faut savoir que 70% des artisans n'ont pas une tenue de comptabilité aujourd'hui. Et on le voit. Ça a été très clair avec le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité a montré qu'on n'a pas pu aujourd'hui
honorer cette aide que l'État a mis en place parce que nos artisans n'étaient pas à jour fiscalement et socialement. On a un vrai problème à ce niveau-là. C'est qu'il faut que, et ça faisait partie de mon programme, le plan fiscal et social, le pacte fiscal et social que j'avais mis aujourd'hui, c'était justement pour justement accompagner nos artisans pour qu'ils puissent avoir vraiment une aide au niveau social et fiscal, pour qu'on puisse régler, assainir leurs problèmes de dette fiscale. Parce que la dette fiscale et sociale, l'attestation, ce qu'on appelle le sésame, pour qu'on puisse aujourd'hui acheter une voiture, acheter un terrain ou même acheter un matériel, il faut être à jour de cette dette fiscale et sociale. Même au niveau des banques, aujourd'hui, les banques, eh bien, bientôt, vont nous demander est-ce que vous êtes à jour fiscal. On ne peut pas vous aider, les banques ne peuvent même pas vous faire une avance de trésorerie parce que vous n'êtes pas. Et c'était ça dans mon programme, mon plan de pacte social et fiscal était là, l'accompagnement. Et le deuxième, c'était justement avoir l'accompagnement des banques. Parce que après, on pouvait avoir ce système pour qu'on puisse après jouer et travailler avec les banques, pour que les banques puissent accompagner nos entreprises. Aujourd'hui, on est à l'aube des chantiers, des gros chantiers qui vont sortir. Il faut que nos artisans puissent avoir la capacité aujourd'hui financière, la capacité logistique, parce que vous savez que quand vous allez sur des marchés, il faut avoir la capacité aussi d'être éligible au niveau des garanties. On n'a pas de garantie. Tout ça, il faut avoir cette capacité. Et c'est ça que la Chambre des métiers. Et c'est pour ça qu'on a conçu ce guichet unique. Le guichet unique aujourd'hui qu'on va valider, qui a été validé par moi et M. Gabriel Serville, qui nous a aujourd'hui donné un budget de 200 000 euros pour faire ce guichet unique, permettra aujourd'hui de mettre à jour tous nos artisans pour qu'ils puissent aujourd'hui avoir la capacité d'aller répondre à ces appels d'offres parce qu'on vous le demande sur les appels d'offres. Roberto, vous avez parlé de tout à l'heure. Je reprends quelques éléments pour essayer d'être très précis. Merci de nous accorder ce temps. Vous avez parlé d'artisans qui n'étaient peut-être pas à jour également de cotisation. Vous avez évoqué des artisans qui n'étaient pas inscrits ou qui étaient à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Mais le problème que l'on a constaté depuis ma mandature, le gros problème des artisans, c'est la dette sociale et fiscale qu'on a. On a une dette sociale et fiscale. Et ça bloque tout. Si on n'est pas à jour de nos dettes sociales et fiscales, on ne peut rien faire. On ne peut rien entamer. Parce que pour répondre à un appel d'offres, il faut avoir l'attestation sociale et fiscale. Pour acheter une voiture, je le répète, il faut avoir la dette sociale et fiscale. Ça, c'est important. Et si tout le temps, on n'a pas réglé cette dette sociale et fiscale, l'artisan va être toujours dans ce gouffre. Et aujourd'hui, il ne répond à rien. Et quand l'État fait une aide, eh bien, ces artisans sont toujours à côté parce qu'ils n'ont pas cette attestation sociale et fiscale, parce qu'ils ne peuvent pas répondre aujourd'hui à la demande de l'État en disant est-ce que vous êtes à jour de votre dette sociale et fiscale. Ça, c'est important. Et ça, c'est le commencement. Et ça, c'était mon premier engagement si j'étais élu à la Chambre des métiers. C'était aujourd'hui de mettre nos artisans dans le bon rail, comme on dit, pour qu'ils puissent aujourd'hui aller dans la compétence. Roberto, on va terminer cet entretien en évoquant l'après. Comment vous vous voyez en 2022? Comment vous voyez déjà cette passation? Serez-vous présent? Allez-vous être présent le 10 janvier? Je crois que ça a été fixé au 10 janvier. Il faut savoir que c'est moi le président qui donne les convocations. Et la date que j'ai choisie, c'est le 10 janvier. Oui, je serai présent, notre équipe sera présente à cette passation. Vous allez siéger donc dans la nouvelle chambre? Oui, bien sûr. Je vais siéger, oui, bien sûr, il faut que je veille, c'est ma responsabilité aujourd'hui de veiller le bon fonctionnement, parce qu'on n'est pas là pour venir, pour prendre des postes, et se faire de l'argent. Non, on est là, c'est pas un métier. Le président, c'est pas un métier, c'est un engagement envers les artisans. Les artisans, ils payent pour ça, ils payent pour l'offre de service, ils attendent une offre de service. C'est pas juste d'être là et dire que je suis présidente, non, il y a un engagement. Et j'attends ça, j'attends voir, parce que moi je sais que je me suis donné corps et âme. Ma société a souffert pendant ces 3 ans, ok, mais j'ai voulu faire une chose, c'est apporter ce service à nos artisans, parce que je sais, parce que je suis bien placé, je suis un artisan. Et depuis 30 ans, je n'avais pas
ce service et je tenais que ça se fasse. Et je suis fier, je suis très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui de cette chambre. Je peux pas, je peux dire une chose, que je vais quand même me battre parce que quand même quelque part, il y a quand même 3800 artisans qui n'ont pas pu voter. Et ça, je vais faire. Et ce recours que j'ai fait, je ne l'ai pas fait parce que je suis mauvais perdant. Ce recours, je l'ai fait pour nos artisans, pour donner une réponse à nos artisans, pourquoi ils n'ont pas pu voter. Et moi, je veux savoir pourquoi ils n'ont pas pu voter. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est défendre aujourd'hui ces artisans. Et jusqu'au bout, je vais défendre nos artisans. Les yeux humides un peu. Oui, quand vous voyez que vous avez travaillé énormément pour cette chambre, et que vous voyez le résultat pour des personnes qui trichent, enfin, je vais pas dire, mais bon, je veux que ça soit juste. Je veux que les choses soient justes. Je suis prêt. Moi, je suis un compétiteur. Je l'ai toujours. Je fais du vélo. Je suis compétiteur. Je sais quand je sais gagner, je sais perdre. Quand je gagne, je gagne. Quand je perds, mais il faut que je perde correctement. Pas dans une injustice. Non, pas du tout. Vous étiez pourtant soutenu par les syndicats, par Oui. certains politiques. Bah écoutez, C'est aussi leur défaite, vous n'avez pas été assez accompagné, pas assez soutenu, trahi? mais écoutez, pour vous donner une confidence, c'est que hier que j'ai fait ma CP, j'ai annoncé que j'ai fait un record. Tout le monde a dit ouf. Tout le monde ne comprend pas. Ce qui est bizarre, c'est que tout le monde ne comprend pas. Mais j'étais quand même avec quand même trois gros syndicats, quand même, la CPME, j'étais avec la FTPE, j'étais avec la FRBTP. Et je ne comprends pas, eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre le résultat. Tout le monde n'est pas content du résultat, mais personne ne fait rien pour ça. Ils auraient dû me soutenir davantage. Parce qu'ils s'y croyaient vraiment à moi, ils auraient dû me soutenir davantage à ce niveau-là, parce qu'ils ont vu que j'ai travaillé. S'ils ont mis leur, leur, leur signature à mes côtés, c'est qu'ils croient en moi. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont se mettre à mes côtés pour qu'on puisse aller jusqu'au bout et que c'est des justices qu'on pense, parce que tout le monde pense que c'est injuste. Et bien alors aujourd'hui, je compte sur eux qui sont à mes côtés pour m'accompagner sur ce recours. Absence de soutien ou trahison? Absence de soutien, je n'ai encore pas vu vraiment le vrai soutien, j'ai encore pas vu. J'espère avoir un soutien de toutes ces personnes-là. Je pense que, bon, c'est vrai qu'on est en fin d'année, c'est un peu compliqué et difficile pour tout le monde, mais c'est vrai que quand même, quelque part, sur les votes, on aurait pu avoir, comme on ne peut pas avoir 6081 électeurs et avoir 920 artisans qui votent, c'est pas normal. Il y a un problème, il y a un problème sur aujourd'hui l'artisanat. Aujourd'hui, il faut que l'artisanat puisse revoir tout ça. Le 10 janvier, donc, vous allez passer le témoin à Vernita Chérubin, qui sera donc, selon toute vraisemblance, hein, à part s'il y a d'autres candidats de dernière minute, la nouvelle présidente de la Chambre, Ouais. vous allez le faire avec dans l'idée de le récupérer, ce fauteuil, suivant le recours par exemple, ou est-ce que finalement c'est une page qui va se tourner? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que je me pose mille questions parce que je suis un petit peu. euh, je vais retourner pour les artisans. Mais j'ai compte sur les artisans pour me soutenir, pour que je puisse retourner, pour qu'on puisse continuer le travail qu'on a commencé. Oui, je vais continuer. Ouais, pour l'intérêt de l'artisanat, pour les artisans. Parce que je sais qu'il y a énormément d'artisans qui m'ont appelé et qui m'ont donné leur soutien en disant ils sont avec moi. Mais dommage qu'ils n'ont pas eu leur vote, leur vote pour voter. Et ça, ils sont vraiment, vraiment, vraiment déçus de voir qu'ils n'ont pas pu voter. C'est quand même un droit de vote qui n'a pas été respecté au niveau. Et ça, c'est important. C'est très important parce qu'un artisan qui veut voter, qui n'a pas eu reçu son enveloppe, c'est frustrant pour lui. Merci Roberto Osseux pour cet entretien à retrouver en replay sur la chaîne YouTube MoNews TV et sur notre site monewsguyane.com. À bientôt. Merci.